Place à présent à l'invité du grand journal Medi 1 Morning. Le retour de Donald Trump à la tête de la première puissance militaire mondiale aura des conséquences bien au-delà des États-Unis. Kamala Harris appelait à un cessez-le-feu dans la guerre à Gaza. Le président élu, Donald Trump, lui, n'évoque pas cette possibilité. Focus aujourd'hui sur les implications de ce mandat sur le conflit israélo-palestinien. Avec nous en direct, Zakaria Aboudahab, professeur des relations internationales et de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour, monsieur Zakaria Aboudahab, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Sana, avec plaisir. Alors, après plus d'un an de guerre à Gaza, alors que le conflit s'est étendu dans la région, quelles peuvent être les conséquences de la victoire de Donald Trump sur la guerre dans la bande de Gaza? Je crois que déjà, M. Donald Trump, avant qu'il ne soit élu mardi dernier, massivement, bien entendu, avait demandé à ce qu'il y ait cessation de ce conflit. Parce que ce conflit a des ondes de choc, non seulement au niveau du Moyen-Orient, mais au-delà. Et là, on peut dire que il est de son intérêt de stabiliser la situation. On sait très bien qu'il a des relations particulières avec M. Netanyahou, qu'il a rencontré il y a quelques mois. Mais en même temps, la situation, certes, aujourd'hui est beaucoup plus complexe, avec l'entrée en action, entre guillemets, bien entendu, du Hezbollah, consécutivement, évidemment, à l'amplification de la situation à la bande de Gaza, et également l'entrée d'un autre acteur sur scène, c'est l'Iran. Avec les Houthis, avec aussi, par extension, l'implication d'acteurs qui ne sont pas bien identifiés, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, il est donc certainement aujourd'hui non pas du devoir, mais je dirais de la responsabilité du président des États-Unis de contribuer, comme cela fut le cas historiquement, de faire quelque chose pour stabiliser la situation. Ça ne sera pas difficile, mais je crois, selon ma propre analyse, il est de l'intérêt de M. Donald Trump, une fois installé officiellement à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025, d'œuvrer de manière très énergique à stabiliser la situation, au moins qu'il y ait un cessez-le-feu, et par la suite examiner tous les scénarios possibles pour engager un dialogue entre Palestiniens et Israéliens et parvenir à ce vœu tant souhaité, notamment par la Ligue arabe, de créer deux États côte à côte, un État palestinien et un État israélien. Face à une bande de Gaza dévastée, une enclave en ruine, Donald Trump va-t-il essayer à nouveau son approche transactionnelle dans le conflit israélo-palestinien? Alors, vous voulez dire par, Madame Sana, approche transactionnelle avec, dans le cas des accords d'Abraham, si j'ai bien compris? Oh oui. Alors, évidemment, il en a été l'un des instigateurs. À l'époque, son gendre et conseiller principal, M. Jared Kushner, a été, on va dire, le négociateur en chef de cette configuration très intéressante à l'époque parce qu'elle allait s'élargir à d'autres acteurs. Je pourrais même citer l'Arabie Saoudite. Tout le monde savait qu'à un moment donné, elle allait aussi rejoindre la constellation et œuvrer de l'intérieur de cette configuration avec les autres acteurs à non pas reprendre les accords d'Oslo en tant que tels, ils sont plus ou moins enterrés, entre guillemets, mais au moins susciter de l'espoir auprès des populations palestiniennes et en même temps contribuer progressivement, probablement, à stabiliser la situation. Ce n'est pas facile. Je sais très bien qu'en politique internationale, il faut être réaliste. Le gouvernement de Netanyahou, avec des tendances qui sont extrémistes au sein même de cette coalition, de plus en plus qui apparaît fragile avec la démission du ministre de la Défense par M. Netanyahou. Mais oui, globalement aujourd'hui, M. Donald Trump potentiellement aura comme aussi objectif sur le moyen terme, peut-être d'ici 2 années, à ressusciter ces accords et à élargir encore une fois le spectre, de sorte qu'il y ait une sorte de majorité critique pouvant peser sur le cours des choses. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, œuvrer pour la création d'un État palestinien. Moi, je crois que l'enjeu majeur, c'est cela. Évidemment, quand je dis la création de l'État palestinien, la Palestine a été reconnue par l'Assemblée générale des Nations unies comme État
observateur, mais nous voudrions que l'État palestinien puisse effectivement exercer ses attributs de souveraineté, qu'il y ait une monnaie, la politique étrangère, la sécurité, etc. Ce ne sera pas facile du tout, mais c'est un enjeu majeur de politique, non seulement extérieure pour M. Donald Trump, mais aussi un enjeu de politique intérieure. Monsieur Zakaria Bouddahab, avec un Trump réélu, l'allié traditionnel des États-Unis dans la région, Israël, pourrait être encouragé à adopter des positions plus agressives dans sa guerre dans la bande de Gaza, selon vous? Vous savez, il faut quand même que nous soyons, je l'ai dit tout à l'heure, assez réalistes. Une situation aujourd'hui, au niveau de la Palestine, non seulement au niveau de Gaza, mais également de la Cisjordanie, le Liban meurtri, encore une fois, frappé durement, non pas seulement en raison des conséquences de la guerre, mais également d'autres conséquences financières, absence d'un président, etc. Un Iran qui voit de loin l'évolution des choses, mais en même temps qui sait très bien qu'aujourd'hui la situation va se durcir avec un Donald Trump, il ne va pas lésiner sur les moyens, et qui, une fois élu la première fois au niveau de la Maison-Blanche, avait suspendu l'accord sur le nucléaire qui a été négocié longuement par M. Barack Obama, ainsi que, on va dire, une approche conservatrice, entre guillemets, de M. Donald Trump par rapport à la question même juive et israélienne de façon générale, parce qu'il reste quand même assez ancré dans une logique conservatrice, celle du Parti républicain, mais aussi par rapport à ses convictions. Est-ce qu'on doit toujours partir du prisme de ces 4 premières années passées à la Maison-Blanche pour faire des projections aujourd'hui à partir du 20 janvier 2025? Je ne le pense pas. Il va certainement chercher à réajuster le tir parce qu'il sait très bien qu'aussi que les intérêts stratégiques durables des États-Unis sont aussi avec les pays arabes, de manière générale aussi avec les pays musulmans. Et il a intérêt, encore une fois, de cette fois-ci, de manière réaliste, à chercher des points d'équilibre. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, s'il voudrait réellement ressusciter les accords d'Abraham, il va certainement chercher à atteindre des points d'équilibre. Ce ne sera pas facile, mais nous allons suivre l'évolution des choses prochainement. Sur le terrain des combats, depuis un mois, le nord de la bande de Gaza est soumis à une offensive d'une violence extrême. Comment expliquer l'assaut israélien en cours, spécialement au nord de l'enclave et qui comprend une invasion terrestre de la ville de Beit Lahia? Oui, parce que dans la logique de Netanyahou destructrice, ben, il faut le dire, d'ailleurs, juste entre parenthèses, il a même stoppé pratiquement toute présence de l'UNRWA, carrément. Il avait des critiques adressées à la FINUL au Liban. Maintenant, selon la stratégie ou la tactique israélienne, il s'agit de détruire les derniers fiefs du Hamas, combien même ses principaux dirigeants ont été éliminés. Certains considèrent qu'il s'agit là juste d'un prétexte pour probablement préparer une sorte d'occupation, non pas durable, mais pendant plusieurs années de cette bande, s'assurer par la suite qu'elle n'allait pas être remise, entre guillemets, aux mains des membres du Hamas, etc. Donc c'est une logique guerrière au final. Il n'y a pas d'autres explications que cela. D'autres voix également montent au créneau en Israël pour dire que finalement, la bande de Gaza devait faire partie intégrante du Grand Israël. Donc, on voit très bien que c'est une logique malheureusement qui est guerrière et en même temps, ce sont les Palestiniens qui en font les frais. Bientôt, l'hiver va s'installer et nous allons assister, s'il n'y a pas de solution ou du moins cessez-le-feu qui est instauré, on va assister malheureusement durcissement de la situation, aggravation de la situation sur le plan humanitaire. Justement, vous venez d'évoquer l'UNRWA, défiant les critiques internationales. Israël a informé officiellement l'ONU de l'interdiction de l'UNRWA, une agence considérée comme la colonne vertébrale de l'aide aux réfugiés dans les territoires palestiniens occupés. Une décision lourde de conséquences sur le plan humanitaire. Un commentaire, monsieur? Sur le plan humanitaire, absolument. Sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire. Et cela rappelle malheureusement la fragilité parfois des mécanismes onusiens c'est-à-dire il y a un manque d'opérationnalisation ou d'éléments pratiques
leur permettant d'assurer leur mission. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu ce genre de clash, mais cette fois-ci, même le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a été considéré comme étant persona non grata. Est-ce qu'il y a des alternatives? C'est cela en réalité la vraie question. Probablement l'aide bilatérale, voire peut-être d'une autre nature, provenance d'intégration comme l'Union européenne, vont continuer ces aides. Et évidemment, je sais très bien que le Maroc, on a été parmi les acteurs majeurs de cette aide alimentaire, sanitaire, etc. Mais le plus inquiétant aujourd'hui, Madame Sana, c'est la question de la propagation potentielle de virus qui vont frapper en premier les enfants et également les populations vulnérables. Donc, ce qui fait que, malheureusement, nous allons assister encore à une situation qui est dramatique. Il faut absolument que les Nations Unies assument leurs responsabilités. Et cela encore, ça va être l'un des dossiers qui vont être examinés ou traités par un Donald Trump revu et corrigé. Monsieur Zakaria Bouddahab, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales et de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Merci à vous, Madame Sana. Au revoir.